Il est de retour de Mossoul en Irak, un pays déchiré par les tensions internationales, mais où la francophonie semble être un vecteur de réconciliation et d'espérance, comme dans le reste du Proche et Moyen-Orient. Monseigneur Gollnisch est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes évêque à Paris et directeur de l'association humanitaire L'Œuvre d'Orient, qui a pour vocation d'aider les chrétiens d'Orient, mais aussi les musulmans et les yézidis. 400 000 élèves reçoivent un enseignement en français de l'Égypte à la Turquie. Monseigneur Gollnisch, vous dites que le français est un vecteur de cohésion entre chrétiens et musulmans. En quoi ça consiste ? Bien sûr, parce que depuis des années, depuis des siècles, dans ces écoles catholiques sont reçus des élèves chrétiens et des élèves musulmans. Et la majorité sont musulmans d'ailleurs. Souvent, en majorité des musulmans, des garçons et des filles. Donc ça fait très longtemps qu'il y a une promotion féminine dans ces écoles. Et puis des riches et des pauvres. C'est aussi une promotion sociale. Et donc ces écoles sont très importantes dans l'action qu'elles mènent sur le plan humain, sur le plan spirituel, bien sûr, sur le plan social. Et beaucoup de familles musulmanes sont très heureuses que leurs enfants puissent être dans ces écoles qui sont reconnues pour ce travail qui est fait. Mais francophones, pourquoi ? Francophones, non seulement pour le rayonnement des pays francophones que les téléspectateurs de TV5 Monde connaissent bien, mais aussi parce que aux yeux des dirigeants de ces écoles, cela véhicule des valeurs humanistes. Autrement dit, s'il n'y avait pas le français, soyons clairs, si ce n'était pas francophone, ce serait l'arabe, bien sûr. L'arabe a toujours sa place, c'est la langue nationale, mais ce serait l'anglais. Donc ce serait un face-à-face de l'arabe et de l'anglais. Et ce serait, je crois, très restrictif, très destructeur d'une certaine ouverture à l'universel. L'anglais, contrairement à ce qu'on croit, l'anglais est véhiculaire, mais n'est pas forcément porteur d'une véritable universalité, parce que l'anglais... Pourquoi vous dites que c'est plus vecteur des intérêts financiers, peut-être ? Absolument. Que le français, qui est finalement vecteur de la culture seulement. Est-ce que c'est pas un peu trop naïf de penser cela ? Non, je ne crois pas. C'est ce que disent les dirigeants de ces écoles, qui évidemment ont des pressions pour passer à l'anglais. L'anglais est appris aussi, comme dans toutes les écoles, mais encore une fois, il n'y aurait que l'anglais. L'anglais, c'est le pays de la puissance dominante, je n'ai pas besoin de la nommer, et par conséquent, cette puissance dominante se déploie, et ça n'a pas la même ouverture. C'est l'ouverture à une sorte de mondialisation, j'allais dire américaine, s'ils n'étaient pas contradictoires dans les termes. Autrement dit, c'est une américanisation de la culture. Le français a une tradition d'implantation et de respect des différentes cultures particulières. Nous savons dialoguer avec chaque culture. Vous imaginez bien que dans certains pays, comme en zone franc, en Afrique subsaharienne, ils ne sont pas forcément du même avis. Ils voient le français comme la langue des colons. Moi, je suis dans le Moyen-Orient, je ne suis pas dans l'Afrique subsaharienne. Et précisément, de l'Égypte à la Turquie, le français n'est pas vu comme une langue de colonisateur. Il y a eu le mandat syrien, c'est vrai, mais il n'y a pas eu cette expérience coloniale au Moyen-Orient. Et donc, de l'Égypte à la Turquie, puisque c'est de cette zone-là que nous évoquons, il y a vraiment un enjeu, non seulement pour le rayonnement du français, et donc le rayonnement de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Canada, etc., mais il y a vraiment un enjeu de civilisation, car les valeurs sont transmises par cette culture française et nous ne nous rendons pas compte. L'anglais ne les véhicule pas de la même manière. Et quand on dit 400 000 élèves, c'est autant que les élèves des établissements français homologués dans le monde entier, finalement. Oui. Et à ce propos, on va justement regarder un sujet de Pierre Desorgues et Martin van den Bosch. Ils sont allés à la rencontre de jeunes Syriens qui ont fui la guerre en Syrie. Ils étaient d'ailleurs élèves dans une école francophone détruite à Alep. Le français, une langue qu'ils ont perdue au fil de leur périple. Aujourd'hui, arrivés en France, leur objectif est de renouer avec la langue de Molière grâce à l'Œuvre d'Orient. Qu'est-ce qu'on peut revendiquer ? Pourquoi, par exemple, en ce moment, ceux qui font la grève, qu'est-ce qu'ils veulent ? Peut-être diminuer les horaires. Ça peut diminuer les horaires de travail. Le salaire. Plus de salaire, un salaire plus important, augmenter le salaire. Ou avoir une assurance maladie, peut-être. Ces réfugiés syriens étoffent leur vocabulaire grâce aux cours de conversation dans cette association dédiée à la protection des chrétiens d'Orient. Nicolas, 20 ans, originaire d'Alep, est un habitué de ces exercices. Le français que j'ai appris déjà en Syrie se revient grâce à les profs qui m'ont aidé toujours pour améliorer mon français. J'ai un contact avec les gens
qui sont syriens aussi. Et on essayait de parler en français, toujours. Le jeune homme apprenait le français dans une école chrétienne, El Amal, l'espoir en arabe. Totalement détruite dans les combats d'Alep, elle accueillait un peu plus de 2000 élèves, des classes de maternelle à celles de terminale. Une francophonie au Moyen-Orient largement portée par ces établissements catholiques. Ces écoles enseignent en français majoritairement aux élèves. Les conflits en Irak et en Syrie ont obligé à la fermeture d'écoles et donc certains élèves ont dû de fait partir et puis il y a eu également de l'immigration, mais ces écoles tiennent bon pour la grande majorité. Depuis la chute de Daesh, certaines sont rouvertes en Irak. Nicolas Taba vit pour sa part depuis 2 mois avec ses parents et son frère Fadi, à Viroflay, en banlieue parisienne, dans un petit 2 pièces, grâce au Secours catholique. Le père s'occupait de la gestion des éclairages publics de la ville d'Alep. La mère donnait des cours de mathématiques. L'inscription dans une école francophone des 2 garçons constituait un gage d'ascension sociale pour cette famille chrétienne de la classe moyenne. L'élite d'Alep parlait français. La connaissance du français faisait partie des codes sociaux de cette élite. Les 2 enfants, dans leurs 6 années d'Odyssée, trimballés entre Syrie et Turquie, ont perdu progressivement leur français. En Turquie, j'ai essayé de pratiquer le français, en vain. J'ouvrais un livre pour lire un peu de français. Maintenant, dès que je serai en mesure de parler à nouveau en français, j'espère pouvoir entrer ici, à l'université. Je veux rester ici, en France. Avant le déclenchement du conflit, 8000 élèves étudiaient dans des établissements catholiques francophones en Syrie. Monseigneur Gollnisch, quel est votre point de vue sur la politique migratoire française quand parfois la solidarité devient un délit ? Que la solidarité soit un délit, c'est un peu affligeant. Je pense qu'il y a 2 choses assez différentes. Et en les mélangeant, on complique beaucoup. D'une part, il y a des gens qui sont là au péril de leur vie. Ils ont quitté des pays où leur vie était menacée, ils ont traversé à pied l'Europe ou à la nage la Méditerranée, ils sont au bord de l'épuisement. La moindre des choses, pas par vue chrétienne, mais par vue humaniste, c'est de les aider. Deuxièmement, est-ce qu'il faut que ces populations s'installent définitivement en France et ferment toute idée d'un retour possible dans leur pays d'origine? Je crois que c'est un autre débat qui demanderait plus de temps, mais je pense que c'est autre chose. Il y a donc 2 questions bien différentes. Il y a un accueil humanitaire et comment pourrions faire de cet accueil un délit, et puis il y a le problème de l'enracinement éventuel en France, qui est une autre question. Alors, il faut peut-être resituer les choses par rapport à l'origine de ces chrétiens d'Orient. Votre rôle n'est pas du tout un rôle de missionnaire. Les chrétiens d'Orient sont les premiers chrétiens, ça on ne le dit peut-être pas assez. Il y a peut-être une instrumentalisation de ces chrétiens d'Orient. Vous, votre rôle, c'est la protection de ces chrétiens. Alors, il ne s'agit pas... Oui, absolument. D'abord, eux ont été missionnaires puisque c'est eux qui ont apporté le christianisme en Europe. Tout à fait. Hein, c'est ça qui les rend très originaux dans l'histoire du christianisme, c'est qu'ils n'ont pas été évangélisés par les missionnaires européens comme ça s'est fait dans presque le reste du monde. Bien. Et deuxièmement, il ne s'agit pas de les protéger au sens où ce serait une espèce de minorité qu'il faudrait protéger comme ça se faisait, plus ou moins, avec beaucoup de difficultés parfois dans l'Empire ottoman. C'est simplement de travailler à leur pleine citoyenneté. Voilà ce qu'ils veulent et voilà l'enjeu essentiel. Parce que si ces pays qui sont, disons-le, à majorité musulmane ne peuvent pas reconnaître la pleine citoyenneté à tous les habitants de ces pays, alors ça pose un problème grave, qui est un problème de civilisation, qui est un problème de civilisation méditerranéenne et qui est un problème qui va se répercuter en Europe. Donc l'enjeu est très important, c'est que réellement dans ces pays, les chrétiens ne soient pas simplement des protégés, on ne va pas mettre des fils de barbelés et des soldats pour les laisser vivre dans leur village. Il faut qu'ils aient la pleine citoyenneté, c'est cela l'enjeu, et nous voulons être à leur côté pour les y aider. En tout cas, ils sont persécutés, violentés, victimes d'attentats terroristes, tout comme les musulmans d'ailleurs. Or, ils étaient protégés sous les dictatures de Saddam Hussein en Irak, sous Muammar Kadhafi en Libye, sous Bachar al-Assad en Syrie. Vous qui êtes sur le terrain, comment vous réagissez face aux interventions occidentales? Alors d'abord, vous avez raison de dire qu'il y a des musulmans qui sont persécutés également, mais les communautés musulmanes ne sont pas menacées dans leur existence. Là, non seulement il y a des persécutions, comme certains musulmans sont persécutés, mais la communauté elle-même est fragilisée au point d'être menacée dans son existence. Et ça, c'est que pour les chrétiens, les yézidis et quelques autres minorités de ce type. Personne n'imagine que les sunnites vont disparaître ou que les chiites vont disparaître du Moyen-Orient. Et combien il reste de chrétiens d'Orient aujourd'hui? Il en reste environ 15 millions.
hein, ce qui est loin d'être négligeable. Il y a des écoles francophones tenues par des religieux et religieuses catholiques, y compris à Istanbul, y compris en Syrie. Il y a encore aujourd'hui, dans la zone qui reste sous l'autorité du régime, environ 4 à 5 collèges francophones. Et rapidement, vous regrettez aujourd'hui le fait que les autorités françaises, la francophonie, ne vous soutiennent pas suffisamment dans ce combat, même si Emmanuel Macron a salué la présence des écoles catholiques en Orient. Je vais vous répondre. Vous m'avez dit tout à l'heure, sous Saddam Hussein, ils étaient protégés, mais ce n'est pas la vraie citoyenneté celle à laquelle ils aspirent, si vous voulez. C'était une protection d'un pouvoir fort. Alors évidemment, quand on a une petite minorité que le pouvoir fort s'effondre, ça ne va plus. Maintenant, la francophonie, moi j'attends beaucoup plus de l'Organisation internationale de la francophonie, qui ne s'intéresse en rien à ces établissements francophones. Et je souhaite vraiment que les autorités de cette organisation se remettent gravement en question, parce que quand il y a 400 000 élèves francophones et qu'on ne s'y intéresse pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette organisation. J'espère que le message passera. Monseigneur Pascal Gollnisch, merci. Je rappelle que vous êtes évêque à Paris et directeur de l'association. Pas tout à fait évêque. Ah, vous êtes... Je suis un prêtre de Paris et je suis heureux comme cela. Et directeur également de l'association humanitaire Ça, c'est sûr. L'œuvre d'Orient.